RMC, After Espagne. Nicolas Villas. Votre podcast After Espagne est là comme chaque semaine avec la version vidéo dispo sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Maintenant on est aussi en image. Et à l'approche des quarts de finale de Coupe d'Europe, le constat est là. Les entraîneurs espagnols sont au rendez-vous. Qui, comment, pourquoi? On va se poser la question qu'Unai Emery se posait déjà au PSG. Qui est meilleur? Qui est meilleur? Eh ouais. Les techniciens espagnols sont-ils les meilleurs? On va en discuter avec les meilleurs. Fred Hermel, salut Fredo. Voilà, chicos. Ça va Fredo? Ah super. Tranquille. Avec notre statisticien fact-checker, c'est chiant à dire. Il est chiant à écouter aussi. Fact-checker. Bah oui, c'est pour ça qu'on m'a invité. C'est pour. Ouais, Fact-checker, bah tu vas avoir du boulot avec En vrai, toutes les conneries qu'il c'est quoi? raconte Je te Villas. préfère largement à Rémi Dumont qui est pas là. Il a C'est pris des vrai. vacances. Ouais. Voilà. Et quand tu reviendras, je dirai la même chose pour lui. Eh ben très bien. Ok, c'est fair enough. Alors, je disais, les quarts de finale de Coupe d'Europe vont débuter le 8 avril. Alors, quelle est la nation la mieux représentée niveau entraîneur? On va rentrer dans le vif du sujet direct. Tu vas fact-checker. Allez, on y Pourquoi on fait ce débat? Carrément. Ok. Eh ben, peut-être l'Espagne. Peut-être l'Espagne. Pourquoi pas? Mais pour que c'est pas la seule aussi, il y a l'Italie. Eh oui, avec 5 représentants pour chacun des deux pays. Alors effectivement, la répartition elle est pas la même. On en a 3 en C1, donc en Champions League, 3 entraîneurs espagnols, 1 en Ligue Europa et 1 en Conference League. Donc on voit que par rapport à l'Italie, il y a un petit avantage quand même, on est plus présent en Champions côté espagnol. Alors si on rentre un petit peu dans le détail de qui est présent donc dans ces compétitions, donc on a en Champions League un certain Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, un certain Unai Emery que on a entendu dès le départ du podcast avec Aston Villa, et aussi Mikel Arteta avec Arsenal. En C3, c'est Ernesto Valverde avec Bilbao, et en C4, c'est Albert Riera, l'ancien bordelais. Ça, c'est la surprise. Ouais, avec Celje, le club slovène. Le club slovène, voilà. En fait, tu finis en haut comme ça. Oui, voilà. Mais non, mais en fait, je dis, on préfère Rémi je me suis dit, Dumont. qu'est-ce que je vais dire après Celje, le club slovène? Bah voilà. C'est lié. C'est point. Alors, c'est quoi ta première réaction, Fred, quand tu vois ça? Les entraîneurs espagnols hyper bien représentés sur les Coupes d'Europe, et notamment en Ligue des Champions, qui est la compète reine, 3 techniciens espagnols en quart de finale. Bah, je me souviens au moment où je suis arrivé en Espagne en 92. C'est grâce à toi, quoi. Mais non, c'est qu'à l'époque, les joueurs espagnols ne s'exportaient pas. C'est vrai. Les entraîneurs espagnols encore moins. Quelle évolution! Ça, je veux dire que ça veut dire quelque chose. Parce que aujourd'hui, on parle des entraîneurs, mais il y a beaucoup de joueurs aussi. Ouais. Mais c'est lié, c'est totalement lié. C'est-à-dire que le football espagnol, qui était un football qui recevait beaucoup, qui a reçu des Hollandais, des Allemands, qui s'est beaucoup nourri de ça, qui a reçu beaucoup d'entraîneurs italiens. Quand même, hein, tu vois, Capello, c'est pas rien, voilà, dans au Real Madrid. Puis il y a eu plein d'Italiens dans plein de clubs, à l'Atlético, etc. Et on s'aperçoit de l'évolution positive du football espagnol. Pour moi, c'est une révolution. C'était un grand pays de foot, mais qui ne s'exportait pas, à être toujours un grand pays de foot, mais qui s'exporte. Alors, ce qui est intéressant, puisqu'on parle d'histoire, c'est que, Loïc, historiquement, les entraîneurs italiens et les espagnols sont déjà les plus titrés en Coupe d'Europe. Ouais, les Italiens en tête avec 42 titres remportés en Coupe d'Europe. Et comme Fred l'a dit, les Espagnols, ils ont surtout rattrapé leur retard ces dernières années avec 39 titres. Et quand on voit le delta entre les Italiens et les Espagnols en tête et derrière les Allemands, avec il y a quand même 16 titres d'écart entre les entraîneurs espagnols et les entraîneurs allemands. Et puis après, ça dégraisse doucement, Pays-Bas, Angleterre. Mais effectivement, les entraîneurs espagnols, maintenant, ils font partie du gratin en fait de ce qui se fait de mieux en Coupe d'Europe. Alors ça, quand on regarde 43 titres pour des entraîneurs italiens, 39 pour les Espagnols, l'Allemagne est en 3, 23 titres pour des entraîneurs allemands. Il y a quand même un gap entre les Italiens et les Espagnols et le reste, quoi. Oui, mais les Italiens restent devant. Et c'est pas étonnant, parce que c'est vraiment la référence. Pour moi, ça reste encore la référence, et pour en avoir parlé avec beaucoup d'entraîneurs, notamment Zizou. Zizou, il te dit qu'il a appris ce qu'était le métier d'entraîneur sans s'en rendre compte en Italie. Ouais. Il a appris la compétitivité, la tactique en tant que joueur en Italie. Et il s'en est beaucoup inspiré quand il est devenu entraîneur du Real Madrid. Alors Loïc, ça c'est le passé, tu as commencé à y faire allusion. C'est quoi la tendance sur les dernières saisons? C'est quoi les nations qui se détachent parmi les entraîneurs? Encore une fois, l'Espagne, évidemment, depuis 5 saisons, il remporte quasiment une compétition européenne par saison. On a Guardiola qui a remporté la C1 en 2023, mais aussi Mendy Libar, dont on reparlera, qui avait gagné cette même année la Ligue Europa. On a Unai Emery, le spécialiste de la C3, Julen Lopetegui, et Mendy Libar qu'on retrouve la saison passée avec une victoire en Conference League. Alors, on voit qu'il y a quand même les Allemands et les Italiens, comme le disait Fred, qui sont présents, mais une domination claire des entraîneurs espagnols, et pas seulement à l'échelle européenne. Si on prend dans les 5 grands championnats européens sur les dernières saisons, le top 3 des entraîneurs au pourcentage de victoire le plus élevé, tu as Luis Enrique en 1, Pep Guardiola en 2, Xavi en 3.
Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors tu l'as dit, parmi les entraîneurs espagnols titrés sur ces 5 dernières années, il y en a un qui a remporté 2 titres dans 2 compétitions différentes en Coupe d'Europe et qui a notamment réussi ça. Lea Sedra, Olcapi, gol! Gol! I pale Stadictia! To protokol Soteliko! To protokol Soteliko! I nie to Olympiaku! To protoliniko gol Soteliko! Europis! I na gol Antonel Capi! Et la saison dernière, José Luis Mendilibar, qui avait remporté l'Europa League avec Sevilla en 2023, a soulevé la Conference League avec l'Olympiakos en s'imposant face à la Fiorentina en prolongation. Premier titre en club pour le football grec, c'est quand même pas rien. Alors avec 2 titres, il n'y a que Ancelotti qui fait aussi bien sur les 5 dernières saisons, qui a remporté 2 Coupes d'Europe, et c'est Mendilibar. C'est pas forcément le gars qu'on attend à ce niveau-là. Mais non, mais Mendilibar a dirigé son premier club en Coupe d'Europe à l'âge de la retraite. Ouais, c'est fou. Non, mais c'est fou. Non, mais Mendilibar, c'était un entraîneur de classe moyenne, de maintien. C'est celui qu'on appelle, c'est pas un entraîneur auquel on pense pour les Coupes d'Europe. Non, c'est en général celui qu'on appelle à 10 journées de la fin en disant tu vas nous empêcher de descendre, ou alors qu'on appelle pour essayer de monter. C'est un entraîneur à un pied en 2e division, un pied en 1re division. Mais c'est quelqu'un, moi j'adore, parce qu'en fait, il est tellement à l'opposé de Guardiola, qui est l'image de l'entraîneur espagnol, que voilà, pour moi, c'est difficile de donner un portrait robot du coach espagnol, parce que vous avez Guardiola, qui est celui qui intellectualise tout, qui va inventer plein de trucs. Et puis, tu as un entraîneur comme Mendilibar qui gagne aussi et qui te dit « Moi, je suis là pour pas déranger. Moi, je demande des trucs simples aux joueurs qui comprennent. Je dis des mots simples. Une phrase, une idée, une phrase. » Mais d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est qu'il gagne l'Europa League avec Séville. Quand il arrive, il remplace Sampaoli. Et en fait, l'objectif, c'est maintien en Liga. Mais bien sûr. Sévilla, ils sont à la rue. Mais justement, parce que... Alors, il est l'inverse de Sampaoli, qui est quand même... On l'a bien vu. Qui est quand même... Bon, on va essayer de dire... Mais c'est quand même l'arnaque absolue. Ah ouais, à ce moment-là. Mais Sampaoli, c'est l'arnaque absolue. Mais il y a toujours qui sont à voir. Una arnaca, comme se dit en espagnol. Non, on a estafa. Si, una estafa. Non, mais c'est l'arnaque. C'est une arnaque dans le sens où c'est le style, voilà, on invente des trucs dans conférences de presse, etc. Puis là, tu as Mendilibar qui dit bon, écoute, on va bien s'entraîner, on va essayer de faire jouer les mecs à leur place. Le milieu de terrain, il va passer des ballons à l'attaquant. Enfin, non, il te dit, hein. Il te dit, Mendilibar, moi, les mecs, je les mets à leur place, quoi. C'est peut-être mieux. Voilà. Et c'est l'opposé de tout l'imaginaire et toute la... le fantasme, Le fantasme et la branlette intellectuelle que se font certains entraîneurs. La branletta. La question, non, c'est la paja en espagnol. Je ne voulais pas le dire. Décidément, en espagnol. Si, claro que si. La question, c'est maintenant de savoir qui va succéder à Mendilibar, qui sera le prochain entraîneur espagnol à remporter une compétition européenne. Alors, on a quand même un duel qui nous intéresse particulièrement en Ligue des Champions. Le quart entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, qui mettra 2 techniciens espagnols face à face, Luis Enrique et Unai Emery. Alors, si on compare niveau stats et palmarès, ça donne quoi, Loïc, entre les deux ? Écoute, c'est effectivement, en termes de championnat, on est à l'avantage de Luis Enrique, qui a remporté 3 fois le championnat, que ce soit en Liga ou en Ligue 1. Les coupes nationales, un petit avantage aussi pour Luis Enrique. 7 titres nationaux contre 6 pour Unai Emery. En C1 aussi, il l'a gagné avec Barcelone en 2015, Luis Enrique, alors qu'Unai Emery n'a pas encore soulevé la coupe en grandes oreilles. En revanche, il a 4 C3, c'est le recordman dans cette compétition, alors que Luis Enrique ne l'a pas gagné. Titre internationaux, donc si on mélange les supercoupes, il y en a 2 pour Luis Enrique, 0 pour Unai Emery. Au final, on se rend compte... C'est serré, hein. Exactement, 13 titres pour Luis Enrique, 11 pour Unai Emery, sachant qu'Unai Emery a remporté 7 de ses 11 titres majeurs avec le Paris Saint-Germain. Donc on est sur 2 des entraîneurs les plus performants en fait en Coupe d'Europe. En revanche, dans le duel l'un contre l'autre, là, les confrontations, là, il n'y a pas photo. Ouais, non, là, il n'y a pas photo. On est à 7 victoires pour Luis Enrique contre 2 seulement pour Unai Emery, avec un match nul. Effectivement, les confrontations ont souvent eu lieu en Liga, et en Liga, il prenait cher Unai. Tiens, d'ailleurs, il n'avait pas les mêmes équipes non plus. Hein. Voilà. Ouais, mais alors, attention, justement, j'allais te lancer une petite colle. Tu sais quel club ils entraînaient la première fois qu'ils sont affrontés ? Je pense que Luis Enrique était au Celta. Oh, t'es là. Au Celta. Il est bon, il lit les conduits, ça veut dire. Non, c'était marqué. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai même pas vu. Donc, sympa, il lit pas les conduits, il lit pas. Mais non, allez, moi j'y vais. Mais excuse-moi, moi je garde la fraîcheur pour le direct. Oui, bien sûr. Ouais. Donc le Celta et je pense Valence. Non, Séville, dommage. Séville. Non, mais c'était plus dur de trouver Celta que. Non, mais sérieux. Alors, cela dit, ce qui est assez fou, c'est que Loïc vient de nous le démontrer. Niveau palmarès, c'est quand même assez serré. Pourtant, il a toujours cette image du la Ligue des Champions, les très gros clubs, c'est trop pour lui. À l'image du PSG d'ailleurs aussi, non ?
mais parce qu'il sait pas se vendre. Moi, j'aime bien. Hein, je me souviens d'un déjeuner parce qu'il avait un resto à Madrid. Wow, un resto de poisson. Unai. Ah ouais. Unai, ouais, il avait un resto à Valence, un resto à Madrid, resto de poisson. Et un jour, on a fait une interview et puis on a fait ce qu'on appelle la sobremesa, c'est-à-dire l'après jusqu'à 19h. Quoi. Voilà, mais on parle de foot et tout. Et là, il te balançait plein de trucs, notamment sur son expérience à Paris, etc. Des trucs qu'on peut pas raconter. Bah non, on peut pas les raconter. On fera un podcast spécial. Enfin, un truc comme ça. De Fredo. Non, mais et en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas se vendre, en fait, qui ne sait pas mettre en scène son travail. C'est-à-dire, il est tellement sympa et sincère, il te parle normalement. C'est-à-dire, pour moi, il se rapproche d'un Zidane, d'un Ancelotti. Ça a l'air d'être un vrai bon mec, toi qui l'as côtoyé. C'est un super mec, c'est un super mec. Et tu vois, parce que moi, comment on se sait de sa gueule, comment il parlait, parce que. Ouais. Bah, nous, on l'a un peu fait, mais gentiment. Ouais, non, mais excuse-moi. Il faisait l'effort, lui, au moins. Il faisait l'effort. L'entraîneur actuel, il parle pas en français, quoi, Luis Enrique, qui est un immense entraîneur, il n'y a pas de doute. Mais il le comprend. Mais voilà, il le comprend. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que Unai Emery, il y a ce qu'on appelle en espagnol el relato, le récit. La manière dont tu construis. La narration. Tu construis ton travail et tu montres que tu es en train de construire ton travail. Le roi, c'est Guardiola pour ça. C'est exceptionnel. Après, les mecs plus sincères, plus simples, comme Unai Emery, finalement, on pâtisse. Alors là encore, niveau stats, si on compare Unai Emery et Luis Enrique, alors ce qui est curieux, vous allez peut-être apprendre encore un truc dans ce podcast After Espagne, c'est que Unai Emery est plus expérimenté que Luis Enrique en Ligue des Champions. Ouais, si on regarde la Champions, effectivement, 63 matchs pour Unai Emery contre 57 pour Luis Enrique. Alors forcément, si on regarde un peu plus loin le pourcentage de victoire, il est en faveur de Luis Enrique, 63% contre 46% pour Unai Emery. Et on l'a dit, en termes de performance, Luis Enrique l'a gagné avec Barcelone en 2015. Unai Emery, c'est quand même pas mal, parce que sa meilleure perf, c'est demi-finale en 2022 avec Villarreal. Je répète, avec Villarreal. C'est ouf, c'est quand même assez important à souligner, quoi. Alors l'autre entraîneur espagnol présent dans ces quarts de finale de Ligue des Champions, c'est Mikel Arteta. Il a quand même réussi un truc, Arteta. Il a refait d'Arsenal un club Ligue des Champions, justement. Ouais, à défaut d'en faire un club vainqueur de PL encore. Mais bon, c'est ce qu'il dirait Julien Laurence, frérot. Attends, ça va. Je charrie un petit peu, mais c'est vrai que depuis qu'il est l'entraîneur des Gunners, depuis 2019, Arteta, il a fait de grandes choses avec Arsenal. Il les a donc ramenés, notamment en Champions. Tu le disais, Nico, quart de finale, deuxième présence. Arsenal, qui était plus en C1 depuis un bout de temps quand même, 2016-2017. Et alors les quarts de finale, il faut remonter encore plus loin, 2009-2010, et il était encore joueur à l'époque d'ailleurs, Arteta. Donc c'est vrai que ça fait un bail, et c'est vrai que c'est l'un des héritiers en quelque sorte de Guardiola, puisqu'il était son adjoint à City. Alors justement, on va y revenir là-dessus, sur finalement l'influence de Guardiola. Juste pour revenir sur Arteta, 42 ans, c'est l'entraîneur espagnol le plus jeune présent dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. C'est lui l'avenir du foot espagnol au niveau tactique, technique? Du foot anglais. Tu le vois pas aller en Espagne, toi, dans un gros, un de ces quatre? Moi, je le vois bien au Barça, moi, un jour, non? Oui, peut-être, bien sûr, mais moi, il devient entraîneur en Angleterre, après avoir joué longtemps en Angleterre. Donc, il est plus anglais qu'espagnol pour toi? J'ai quand même l'impression... il est guardioliste quand même un peu, non, Fredo? Bien sûr qu'il est guardioliste, mais le guardiolisme, pour moi, c'est pas le... C'est le guardiolisme, c'est à part. C'est le cruyffisme un peu aussi, non? Ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément espagnol. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas, on va dire barcelonais dans ce cas-là, mais pas espagnol, parce qu'on parlait de différence avec d'autres entraîneurs. Mais moi, Arteta, c'est un entraîneur guardioliste, mais qui a surtout existé comme joueur et un entraîneur. C'est un entraîneur anglais. Enfin, anglais dans le sens un entraîneur première ligne, on va dire. Alors, tu as déjà fait allusion. Il a été à bonne école puisqu'il a été adjoint de Guardiola pendant plus de 3 saisons. Et alors, c'est vrai que quand on s'intéresse au succès des entraîneurs espagnols, il y a aussi la hype qui existe autour d'eux, de tous les anciens ex-adjoints de Guardiola, finalement. C'est fou le nombre de gars que Guardiola a eu dans son staff, comme adjoint aux membres du staff, quoi, et qui sont devenus entraîneurs au haut niveau, quoi. C'est un mec déjà qui, contrairement à l'image qu'il peut renvoyer, des fois il s'ouvre aussi beaucoup, Guardiola, c'est-à-dire qu'il accepte de recevoir des mecs pour les aider en fait dans leur formation. Donc Mikel Arteta, il a fait 3 ans en tant qu'entraîneur adjoint à City. Après, il a pris Enzo Maresca, qui est pas espagnol, qui est un Italien, qui est maintenant l'entraîneur de Chelsea, mais qui lui a mis aussi le pied à l'étrier. Vincent Kompany aussi, l'entraîneur du Bayern, qui dit souvent que c'est grâce en fait que c'est Guardiola qui lui a donné envie d'entraîner. Donc effectivement, il a fait plein de petits. Après, je tempérerai juste pour dire que, comme disait Fred, Guardiola, il a son style de jeu, voilà, qui est unique à lui. Après, Arteta, forcément, il s'éclate du Guardiola. Bah oui, c'est beaucoup plus vertical le jeu d'Arsenal, par exemple, que celui du Barça. Il y a quand même des nuances. Après, chacun vient mettre sa petite touche. Tu prends en fait ton guardiolisme et après tu l'ajustes un peu comme chacun le sent, quoi. Alors, tu as fait allusion, Fredo, là, tu l'as cité tout à l'heure, Cruyff. Pep Guardiola dit un jour: j'ai été chanceux, j'ai entraîné Manchester City, le Bayern Munich et le Barça parce que j'ai rencontré Johan Cruyff. Je pensais que je connaissais le football, mais quand je l'ai rencontré, un monde nouveau s'est ouvert à moi. En réalité, finalement, la hype, la réussite des techniciens espagnols, c'est aussi celle de Cruyff, finalement. Surtout peut-être même celle de Cruyff. Pour les Barcelonais.
Oui, parce que Cruyff. Mais pas que, la preuve, Non, Arteta, il n'est pas bien forcément entendu, que- bien entendu. Mais en fait, voilà, il y avait des Allemands, même comme joueurs au Real, et tu avais des Hollandais au Barça. Et les joueurs, et la relation joueur-entraîneur, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette culture. Bien sûr que Cruyff a révolutionné le Barça. Puis c'est lui qui, par exemple, avait imposé que toutes les équipes, même les tout petits, jouent le même système que l'équipe première. Parce que l'Ajax a repris d'ailleurs ensuite. Et exactement, voilà. Nantes. Donc et ça reste. Je veux dire, Johan Cruyff, qui était un génie comme joueur, hein, surtout, et un grand entraîneur, a apporté des choses qui ont profondément marqué la culture du Barça et par extension la culture aussi qu'il peut y avoir en Espagne. Même si du côté du Real, on a une philosophie, on va dire un peu plus avec des entraîneurs moins importants, un jeu peut-être plus direct. D'ailleurs, il est courant de dire que le Barça a eu de grands entraîneurs et le Real a eu de grands présidents. C'est un peu la différence qu'il y a entre les deux clubs. Zwei Ja, Spanier Pamela. in der Mitte. Frings kommt. Reinke. Da ist das Tor. Fehler von Reinke 1:1. 50. Minute. Das ist es für Espanyol. Ça remonte à 2007. L'Espagnol éliminait le Werder Brême en demi-finale de Coupe de l'UEFA et atteignait la 2e finale européenne de son histoire. L'entraîneur des Pericos était alors Ernesto Valverde, actuel technicien de l'Athletic Bilbao. Seul club espagnol encore en lice, d'ailleurs, en quart de finale d'Europa League, l'Athletic. C'est là la meilleure perf européenne de celui qui est aussi passé par Villarreal, Olympiakos ou le Barça. Je voulais qu'on parle de Valverde, déjà parce que je viens de le dire, c'est le seul entraîneur d'un club espagnol en quart de finale d'Europa League, mais parce que je sais que tu es particulièrement fan de lui, Fredo. J'adore. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est l'un des tout meilleurs entraîneurs pour moi au monde. À ce point-là, vraiment. Ah, mais c'est un. Voilà, moi je l'ai beaucoup vu travailler, notamment quand il était au Barça, etc. C'est pas facile au Barça de voir, et j'aime beaucoup sa sincérité. Je me souviens d'un match comme ça où il vient gagner 1-0 contre le Real de Zidane à Bernabéu, quoi. Et on parle et je lui dis voilà comment. Je lui demande comment il a fait tactiquement pour battre Zidane. Est-ce qu'il se sent plus fort tactiquement que Zidane? Et là, il me fait comprendre que je connais rien au foot et que il faut arrêter et que c'est pas parce que tu bats un autre que tu es meilleur tactiquement. Il me dit non, sur ce moment donné, là, on a eu ça passer intelligent. Alors. Ben oui. Non, mais c'est quelqu'un. Mais contrairement à d'autres qui t'auraient fait un grand discours tactique, oui, parce que j'ai fait ça, il dit non, c'est 1-0 et c'est joué sur cette action-là, etc. Je suis pas meilleur que Zidane parce que j'ai gagné. Ouais. Mais en plus, c'est pas de la fausse humilité. C'est pas un faux modeste, parce qu'il le pense vraiment. Et d'ailleurs, dans la vie, les vrais entraîneurs qui se la racontent pas te disent voilà, Mourinho, j'ai eu des relations très compliquées avec lui, mais Mourinho était exceptionnel. Quand à un moment, un jour, il fait rentrer 2 joueurs, les mecs, le Real, il est mené, les 2 joueurs marquent, le Real gagne. On dit comment t'appelles ça, ce coaching? Il dit culo, j'ai eu du cul. et il nous pense vraiment, tu vois. Donc c'est pour ça. Et en fait, quelqu'un comme Ernesto Valverde, qui est en plus dans un club qui lui va bien, c'est son club, hein, c'est l'Athletic Club de Bilbao. C'est quelqu'un qui, s'il avait su se vendre, aurait eu des grands postes à l'étranger. Ouais. Voilà. Mais comme c'est quelqu'un d'assez simple, mais qui travaille autant que les autres, hein, et qui est aussi intelligent et aussi intellectuel que les autres, c'est quelqu'un de très brillant, mais qui ne sait pas se vendre parce qu'il n'a pas envie de se vendre, et ben il est resté en Espagne finalement. Alors on a même s'il il a eu des expériences à l'étranger, enfin, mais il n'a pas entraîné. Oui, c'est l'Olympiakos. Voilà, c'est un grand club, mais il en n'a pas Grèce. entraîné United, il n'a pas entraîné le PSG, il n'a pas entraîné le Bayern, quoi. Alors on a 5 entraîneurs espagnols en quart de finale de Coupe d'Europe cette saison. Valverde, c'est le seul qui entraîne un club de la Liga, Loïc, et c'est aussi l'un des rares entraîneurs espagnols à avoir brillé et dirigé l'un des 3 gros clubs de la Liga ces dernières saisons. Bah oui, c'est vrai qu'on remarque qu'à part le Barça, c'est rare d'avoir un entraîneur espagnol au Real ou à l'Atlético, et qui plus est, qui brille. Et c'est vrai que si on regarde les dernières saisons, il y a Luis Enrique qui a été 2 fois champion donc avec le Barça, Ernesto Valverde aussi en 2018 et en 2019, avec un jeu un peu différent d'ailleurs de celui de Luis Enrique, mais un résultat identique. Et puis Xavi avec Barcelone en 2022-2023. Alors, on parle de la réussite des entraîneurs espagnols en Coupe d'Europe et pas que Fredo, mais c'est vrai que c'est presque contradictoire de se dire les entraîneurs espagnols cartonnent et pourtant les 3 gros clubs de la Liga sont aux mains de techniciens étrangers, quoi. On a Flick, on a Simeone et Ancelotti. Oui. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas en tirer de conclusion. J'ai essayé de réfléchir, parce que oui, j'ai lu le conducteur. J'ai essayé de réfléchir un peu. Tu allais dire oui, parce que oui, je sais réfléchir. Mais aussi, mais en fait, je pense que c'est une question de circonstances. Au Barça, il y avait Xavi. Si Xavi avait marqué, c'était un type formé au club. Il est champion quand même. C'est le dernier espagnol champion. Oui, bien sûr, mais après, bon, c'était compliqué. Voilà. Aujourd'hui, on aurait encore Xavi. Voilà. À l'Atlético, mais Simeone, il a été un joueur emblématique.
exceptionnel qui Et puis après devient entraîneur. Et puis c'est quasiment un cas. Il est espagnol, quoi, c'est ça. C'est un colchonero. Oui, c'est un colchonero. Enfin voilà, donc il y a ça. Et Ancelotti parce que c'est un moment le Real a besoin. Le Real aime bien de temps en temps d'essayer un truc un peu moderne, un peu truc comme ça. Puis ça marche pas, donc ils prennent un mec Del Bosque, Ancelotti. Puis Ancelotti, il a gagné la Décima, la fameuse Coupe d'Europe. Après, là, et tu sais que je suis en train de penser à ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on en fasse un sujet de podcast, le recyclage façon Real. Parce que moi, je pense à Camacho. Il y en a eu plein en réalité. Mourinho, il aurait dû revenir 10 fois au final. Même il en a parlé encore récemment. Au Real, il l'a jamais fait. C'est vrai que cette tendance du Real à recycler les anciens. Souvent, on dit on peut pas recoller les morceaux. Eux, ils y arrivent. Si, ils y arrivent. Zidane, bien sûr. Alors qu'il revient dans une situation qui est très compliquée. Il le sait. Mais parce qu'il y a un attachement. Quand tu entraînes le Real, il y a quelque chose de particulier qui se passe quand tu es sur le banc. Et les joueurs, les entraîneurs ont envie de retrouver ça. Même si tu sais que c'est très dur, que tu as une pression comme nulle part ailleurs. Mais c'est le Real Madrid et sur le banc, puis t'as de bons joueurs et puis voilà, c'est voilà. Mais je pense que c'est plus une question de circonstances. Le Real a essayé avec Benitez, ça a tenu quelques mois. Tu vois, c'est pas une volonté de prendre des Espagnols ou de pas prendre des Espagnols. Ce sont les circonstances. Je dirais plus que ce sont plus des hommes qui correspondent à la philosophie du club à un moment donné. Oui, puis souvent les présidents de clubs disent nous on n'est pas là pour regarder la nationalité des joueurs ou des entraîneurs, on est là pour prendre les meilleurs quelle que soit leur nationalité. Oui, bien sûr. Il y a ça aussi. Mais toi tu l'expliques comment ça ? Le fait, Loïc, que finalement il y ait plein de techniciens espagnols qui cartonnent au niveau européen, mais pas en Liga. On fait pas appel à eux. Je sais pas, c'est dur à dire. En fait, j'ai regardé par rapport aux autres pays, tu vois, pour voir si. L'APL on peut mettre à part. Déjà. L'APL tu mets à part, c'est normal. Mais même en Ligue 1, tu vois, il y a à peine la moitié, je crois, des clubs de Ligue 1, donc sur les 18 qui ont un entraîneur français déjà, donc c'est assez notable. En Allemagne, c'est pareil. Compagnie, il est belge, il entraîne le Bayern. Niko Kovac, qui entraîne Dortmund. Donc tu dis que les top clubs, ils sont entraînés aussi par des étrangers. Il y a qu'en Italie, en fait, où limite t'es prophète en ton pays, quoi. T'as Simone Inzaghi à la tête de l'Inter, Antonio Conte à Naples et Gasperini à l'Atalanta. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire pourquoi, en fait, d'expliquer pourquoi. Je pense que, comme disait Fred, c'est plus une question de circonstances et de hasard. Et un autre qui cartonne à l'étranger aussi, c'est Xabi Alonso, parmi les entraîneurs espagnols qui explosent ces dernières saison, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. L'ancien milieu de terrain a un début d'explication concernant le succès des entraîneurs espagnols. Cette question demande une analyse plus profonde, mais de façon générale, notre formation en Espagne se base sur le travail collectif plutôt que sur le travail individuel. On n'a donc pas plus forcément les joueurs les plus rapides ni les plus dribbleurs, mais on pense collectif. On apprend, tout jeune, à jouer comme équipe. C'est comme ça que l'on construit l'idée de comment on peut aider l'équipe. Et c'est important pour un entraîneur. Quand on comprend ça depuis tout petit, c'est plus facile pour la suite, pour le futur. Et ça ne vaut pas qu'au football, mais aussi au basket, au handball, où on a aussi de très bons entraîneurs. Voilà, il déroule même en allemand, Xabi Alonso, comme sur le terrain. Ouais. Alors souvent, c'est vrai que souvent on parle de la formation des joueurs espagnols, on évoque moins celle des entraîneurs, et pourtant ce que dit Xabi Alonso, ça paraît tellement évident. Pour devenir un bon entraîneur, il faut déjà être sensibilisé étant gamin, quoi. Oui, et bien en fait, c'est aussi la façon dont on choisit les joueurs qui intègrent les centres de formation. Parce que beaucoup d'entraîneurs ont été d'anciens joueurs. À partir du moment où on va privilégier la technique et le QI footballistique au physique, automatiquement, il y a plus de chances qu'un Espagnol qui a été sélectionné sur ces critères-là devienne un bon joueur de football et ensuite un bon entraîneur, que quelqu'un qui était simplement sélectionné parce qu'il était puissant physiquement. Donc voilà, c'est une question d'intelligence tactique aussi. Ouais, la formation, c'est depuis tout petit. Loïc. Ouais, mais en fait, la matrice commune, effectivement, c'est ce que disait Xabi Alonso. Tu sens que c'est effectivement le jeu collectif parce que tout ce qu'on peut retrouver de commun entre les entraîneurs espagnols qu'on a cités, c'est quand même un jeu plutôt offensif en général. Tu vois, t'es rarement sur des profils de gars qui vont bétonner derrière et tout. T'es vraiment sur du football collectif, justement, pas mal de possessions, et t'essayes quand même de marquer en général 2 ou 3 buts dans le match. Donc je dirais que c'est le point commun que tu retrouves entre ces entraîneurs-là. Et qui sont les joueurs les plus importants dans le football espagnol ? Ce sont les milieux de terrain. Et quand même beaucoup d'entraîneurs étaient d'anciens milieux de terrain. Ouais, c'est vrai que donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et merci beaucoup Fred Hermel. Il n'y a pas de hasard. Je me suis senti intelligent là, dans la dernière phrase. Je pense qu'on va garder ça là. Mais en fait, cette émission est plus qu'une émission, c'est un message d'espoir. Voilà, c'est une thérapie. Merci Loïc. Avec plaisir. Merci Flavien Ziolkowski, Anthony Sterpigny à la production. On dit merci à Sylvain Baïdi, à Paul-Henri à la réalisation. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. D'ici là, bisous, prenez soin de vous et puis viva Espagne.
RMC After Espagne.